Et c'est au Royaume-Uni que nous allons poser nos valises jusqu'à 10h45. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées ce week-end contre l'immigration dans le pays à l'appel de l'influenceur d'extrême droite qui s'appelle J'ai un trou Thompson. Keir Starmer est-il toujours l'homme de la situation, fragilisé par la raclée électorale que son parti a subie il y a 10 jours? Le Premier ministre britannique peut-il vraiment tenir jusqu'aux prochaines élections législatives censées avoir lieu en 2019? La fin politique est-elle proche, accélérée par les ambitions des uns et des autres au sein du parti travailliste? Il s'appelle Tommy Robinson, bien sûr, cet influenceur d'extrême droite dont je parlais à l'instant. C'est donc Parlons-en aujourd'hui avec un beau casting. Philippe Tol, bonjour Philippe. Bonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous, chroniqueur international à France 24. À vos côtés, Nicolas Sowells, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maître de conférences en anglais économique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste donc de l'économie et de la politique britannique. Patrick Martin-Génier est là aussi. Bonjour Patrick. Bonjour. Enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'Europe et des relations internationales, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir, 4e édition qui vient de sortir et chez Studirama. Et puis on l'a aperçu à l'instant à distance, John Henley. Bonjour John, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau à distance. Vous êtes grand reporter, bien sûr, bien connu, au Guardian. On va faire un tout petit détour, si vous le voulez bien, par le port de Rotterdam, car ainsi va l'actualité internationale avec l'arrivée à l'instant, en tout cas dans les minutes qui viennent, et la fin de croisière pour le MV Hondius. C'est la fin du trajet et du voyage pour ce bateau dont est partie l'épidémie d'hantavirus. Bien sûr, on y reviendra dans le journal de 11h. Le personnel navigant doit donc être débarqué dans ce port des Pays-Bas. On ferme la parenthèse. Une question, messieurs, pour commencer. Ce débat consacré donc à l'avenir politique de Keir Starmer au Royaume-Uni. Est-on certain, Philippe Turl, qu'à la fin de la semaine, Keir Starmer sera toujours Premier ministre? Ça, c'est une grande question. Personne ne peut répondre pour le moment. Et même Keir Starmer lui-même, je ne pense pas qu'il connaît la réponse. Alors, on a une élection partielle qui aura lieu en Grande-Bretagne le 18 juin prochain à Makerfield, dans le nord de l'Angleterre, où un personnage populaire parmi les travaillistes qui s'appelle Andy Burnham, qui est le maire de Manchester, Greater Manchester, est candidat. Je pense que Keir Starmer attend le résultat de cette élection partielle avant de prendre une décision finale. Est-ce qu'il va tenir le coup jusqu'à là? Ça, c'est la grande question. Il semble que quand on voit Keir Starmer en public, il est très optimiste. Enfin, il veut gagner, enfin, rester Premier ministre. Mais quand il parle en privé, il est beaucoup plus ouvert à l'idée qu'il faut qu'il cède la place. Donc il y a deux Keir Starmer qu'on voit en ce moment. Celui qui est plutôt énergique, qui veut rester, qui va se battre, et une autre Keir Starmer qui est fragilisé par évidemment cette perte de 1500 sièges du Parti travailliste lors des élections municipales au début du mois de mai, et que est probablement sur le départ, mais on ne sait pas quand est-ce que ce départ aura lieu. On le voit à l'antenne, le roi du Nord, Andy Burnham, on y reviendra dans un instant. John Haley, est-ce que les jours sont comptés? Est-ce que ça se passera, selon vous, dans un avenir très proche? Oui, je suis plutôt d'accord avec Philippe. Je pense que le parti est très bien conscient que, vu les circonstances, la situation géopolitique actuelle et vu la popularité du parti, il a vraiment tout intérêt à organiser un départ vraiment planifié dans le bon ordre. Et je pense que l'idée, pour l'instant, c'était assez révélateur. Je pense que l'autre grand candidat à la succession de Keir Starmer, donc à côté de Andy Burnham dont Philippe a parlé, qui s'appelle Wes Streeting, qui est l'ancien, maintenant le ministre de la Santé, maintenant démissionnaire, quand il a démissionné la semaine dernière, il n'a pas enclenché tout de suite une bataille ou une élection pour choisir un nouveau tête du parti travailliste. Donc je pense que au sein du parti, le mood, si on peut le dire, c'est vraiment, oui, il faut un changement, mais il faut le faire vraiment dans l'ordre et vraiment bien planifié, bien organisé. C'est vrai qu'on les sent sur la retenue, les éventuels candidats à la succession, Nicolas Sowells?
Je pense que c'est d'abord une question aussi un petit peu technique, hein, comment mettre en place une élection. Hein. Je pense il faut 81 députés qui soutiennent un autre candidat. Tout ça, c'est pas forcément très évident. Il y a la question effectivement de Andy Burnham qui pourrait éventuellement être candidat s'il est élu dans cette élection partielle. Et après, je pense que John Henley a dit le mot d'ordre, c'est il faut que tout ça se passe dans le bon ordre. Parce qu'en attendant les complications politiques, il y a les marchés financiers qui sont extrêmement fébriles en ce moment et les taux d'intérêt sur la dette publique britannique augmentent d'une manière assez rapidement, ce qui peut elle-même provoquer un phénomène qui peut provoquer un approfondissement de la crise. Sur un fond, et c'est sans doute l'une des explications à la question à laquelle je voulais venir, avant d'entrer dans le détail peut-être de la guerre de succession. Que s'est-il passé depuis juillet 2024 que les travaillistes avaient remporté cette victoire très importante après près de 15 ans de mainmise des conservateurs sur la politique britannique? Comment en moins de 2 ans on est arrivé à cette victoire éblouissante de Keir Starmer, à un Premier ministre qui bat des taux d'impopularité records? Oui, vous avez raison. En fait, la crise politique au sein du Parti travailliste remonte à bien plus loin. D'abord, Keir Starmer n'a jamais été un Premier ministre charismatique. Et c'est quelqu'un, surtout, on lui a beaucoup reproché, qui a oublié de défendre les classes populaires, la classe ouvrière. Il avait promis beaucoup de changements. Oui, c'est ça. Avec un système de santé qui n'est pas particulièrement brillant en ce moment. Il y a beaucoup de listes d'attente pour se faire opérer, pour se soigner. Sur l'emploi, il n'y a pas grand-chose. Et surtout, c'est quelqu'un qui a repris aussi, il faut faire très attention quand on est travailliste ou de gauche, à ne pas reprendre systématiquement des mots d'ordre aussi de la droite anti-migratoire. Il a épousé effectivement cette volonté de reprendre le contrôle de la Manche, de l'immigration. C'est tout à fait légitime de le faire, mais la gauche n'a pas été en capacité de contrer la droite et l'extrême droite sur ce terrain. La situation de l'emploi n'est pas très bonne, l'inflation, et surtout, l'isolement du Royaume-Uni vis-à-vis de la scène européenne. Tout ça, c'est un premier point. Keir Starmer n'a pas été capable de relever ces défis. Et donc, il n'a pas su défendre cette classe populaire qui avait voté pour lui, parce que c'est ça, du côté de Manchester, la popularité de M. Burnham, c'est ça. C'est quelqu'un qui représente cette gauche traditionnelle, qui ne veut pas abandonner les couches populaires, et c'est pour ça qu'il est plutôt bien parti pour cette élection. Premièrement, il y a ça. Et donc, il a échoué sur ce point. Et ça grognait déjà au sein du Parti travailliste. Mais la seconde chose sur laquelle on n'a pas beaucoup insisté, parce que la rumeur de démission de Keir Starmer remonte à plusieurs mois, notamment au mois de décembre, c'est cette affaire Mandelson-Epstein, où effectivement on a nommé un ambassadeur là-bas qui avait été très proche. Ambassadeur aux États-Unis. Aux États-Unis. Et donc là aussi, il y a eu des scandales comme quoi on n'a pas révélé. Et Keir Starmer, au sein de son cabinet, a promu cette personne qui était un proche politique, alors que l'on savait qu'il avait été proche d'Epstein. Et donc, la question de se poser, est-ce qu'on doit attendre les élections locales du 7 mai pour qu'il parte? Et évidemment, ces élections locales, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si j'ose dire, qui fait qu'aujourd'hui, sa situation est en effet extrêmement fragile. Voilà, la déconfiture il y a une dizaine de jours. Alors, sur le volet politique de ce qui peut être reproché à Keir Starmer, dans un pays où la pauvreté profonde progresse, Philippe Turle, concerne près de 7 millions de Britanniques, une personne sur 50 sans domicile dans la capitale à Londres. On se souvient de propos qui avaient choqué, notamment quand il avait éventuellement proposé de rogner les aides aux handicapés. Il n'a pas été l'homme que la gauche britannique attendait? Surtout, il a fait beaucoup de marche arrière sur la politique qu'il avait prononcée au début du mandat. Vous savez qu'il était élu quand même avec un raz-de-marée en 2024. Aujourd'hui, il tient le coup difficilement. Et une des premières mesures, on a beaucoup critiqué, on dit mais pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'on n'a pas conseillé autrement? C'est d'annoncer presque en début de mandat qu'il allait supprimer des aides d'État pour les personnes âgées, pour les aider à payer leurs charges de chauffage en hiver, qui était une mesure qui est largement acceptée et appréciée par les Britanniques. Et ils ont dit mais c'est pas possible, c'est un travail, c'est quelqu'un qui est là pour défendre les plus pauvres. Donc il a fait marche arrière sur ce projet, il a fait marche arrière aussi sur un autre projet pour pousser les agriculteurs à ne plus avoir les mêmes droits de succession que d'autres personnes, c'était fini. Donc tout ça a écroné l'image de Keir Starmer, et il a un grand défaut aussi, il faut le souligner, c'est quelqu'un qui n'a pas de charisme, c'est quelqu'un qui est
perçu comme un homme politique, probablement quelqu'un de droit et honnête, mais sur le fond, quelqu'un qui n'est pas charismatique. Et quand il parle en public, on dit toujours qu'il est très ennuyeux, que les gens vraiment, ils baillent pendant que Keir Starmer est en train de faire des discours. Et donc, il n'arrive pas à rallier le peuple à sa cause. Et ça, c'est quand même un grand défi, un échec pour Keir Starmer. Et sa popularité a quand même beaucoup souffert de cela. Plus les mesures qu'il a essayé de faire passer qui n'ont pas réussi, et plus, je pense, une manque de dialogue avec le peuple. Quelque chose qui le pousse de plus en plus dans un coin où les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où Keir Starmer est universellement presque détesté par tous les électeurs travaillistes. Il n'a que 19% de soutien par rapport à 65% des électeurs en Grande-Bretagne qui ne veulent plus de lui. Et donc, je pense qu'une chose est certaine, c'est qu'il est sur le départ. Nous ne savons pas, comme j'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'il va partir. Mais il va partir, le c'est Parti certain. travailliste est absolument sûr que c'est par Keir Starmer qu'il sera toujours Premier ministre lors des prochaines élections. John, c'est autant un problème de personne que de politique, de ce que je comprends de ce qu'il se dit sur ce plateau. Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'on reproche surtout à Keir Starmer, c'est de ne pas avoir de boussole politique, de manquer d'une idéologie, que ce soit même de gauche, de centre-gauche. Faut dire aussi, je pense, ce qui est très important et ce qui est beaucoup joué dans tout ça, c'est la force du parti Reform UK, donc le parti d'extrême droite mené par Nigel Farage, qui caracole en tête dans les sondages depuis des mois et des mois maintenant. Donc, la stratégie initiale de Keir Starmer et de son gouvernement a été, je pense, d'aller chercher les votes de ce parti d'extrême droite, de Reform UK. Sur la question de la politique migratoire, notamment. Ouais. Voilà, exactement, sur le terrain de l'immigration. Et donc, il y a plusieurs mesures qui sont déjà sur la table, qui ont été proposées donc par la ministre des Affaires de l'Intérieur, notamment pour durcir de façon vraiment radicale les possibilités pour les immigrés d'obtenir un statut comme une carte de séjour et finalement la nationalité britannique. Et tout cela a vraiment beaucoup, je pense, déçu l'aile gauche du Parti travailliste. Et donc, en fait, en fin de course, en fin de compte, les travaillistes, ils ont perdu. On est allant chercher les votes des électeurs, de leurs électeurs traditionnels qui sont très, très tentés par le parti de Nigel Farage. Ils ont perdu beaucoup de votes sur leur aile gauche, dans les grandes villes, par exemple, où les Verts, le parti des Verts mené par ce jeune charismatique Zach Polanski, qui a fini deuxième plus ou moins sur l'échelle nationale dans les élections municipales du début du mois. Donc le Parti travailliste, en manquant d'identité, en manquant de boussole, perd les votes des deux côtés du spectre. Là-dessus, Nicolas Saval, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Je voulais juste ajouter peut-être 2 points. D'une part, effectivement, Keir Starmer et les travaillistes ont été élus avec une très large majorité en 2024, mais en fait, ils ont eu une très faible proportion du vote. C'était quelque chose comme 34%. Donc, ça s'est transformé dans une écrasante majorité grâce au système électoral où il y a un seul tour uninominal. Donc, la popularité aussi bien des travaillistes sous Starmer que Starmer lui-même a toujours été qualifié comme ça. Donc, ça explique pourquoi. Voilà, c'est tellement fragile. Et je voulais juste ajouter aussi, je pense qu'il y a effectivement aussi une malaise à gauche en Angleterre, dû un petit peu à la connivence ou au soutien que le gouvernement Starmer et britannique en général a apporté à Israël dans toute sa guerre à Gaza et tout ça. Et il y a une réaction aussi contre le contrôle de la parole libre en Angleterre, parce que il y a quand même une pression sur l'opinion publique de ne pas trop soulever le problème, de ne pas trop s'engager éventuellement pour soutenir les Palestiniens. Et je pense que ça aussi, ça sape beaucoup l'aile gauche du parti.
Pour revenir à cette guerre de succession qui ne dit pas son nom, on l'a dit ces derniers jours, 4 secrétaires d'État ont démissionné, près de un peu moins de 100 députés travaillistes sur un total d'environ 400 ont appelé Starmer à la démission. Et il y a eu la démission pour le coup d'un poids lourd de ce gouvernement dont on a parlé il y a quelques instants, le désormais démissionnaire ministre de la Santé britannique, qui a donc quitté le gouvernement. Il est de ceux qui plaident pour le retour du Royaume-Uni dans l'Union. Quelles sont ses chances de prendre éventuellement la suite de Keir Starmer? On va voir ces images commentées par Antoine Fenot, on en parle juste après. C'est l'homme par lequel la crise a éclaté au grand jour. Plus tôt cette semaine, Wes Streeting quittait son poste de ministre de la Santé et chargeait indirectement le Premier ministre Keir Starmer, expliquant que là où le Parti travailliste avait besoin de vision, il y avait un vide. Samedi, il a officialisé sa candidature à la tête du parti et donc sa volonté de devenir le prochain Premier ministre. Nous avons besoin d'une vraie compétition avec les meilleurs candidats sur le terrain et je me présenterai. Sa décision était prise, mais il fallait selon lui attendre le bon moment. Si nous avions foncé sans donner à Andy la chance de se présenter, le nouveau leader, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, manquerait de légitimité et nous aurions fini par prolonger l'instabilité et l'incertitude. Andy, c'est Andy Burnham, le maire de Manchester, lui aussi pressenti pour succéder à Keir Starmer, mais il doit d'abord devenir député. Il est d'ailleurs candidat dans une législative partielle dans le nord de l'Angleterre. 2 candidats pour un poste et un parti en crise après des élections locales désastreuses pour le Labour ce mois-ci. 2 hommes et 2 lignes aussi, Streeting pour l'aile droite et Burnham pour l'aile gauche. Je vais y mettre toute mon énergie. Vous savez, je pense que nous devons considérer ce moment comme une opportunité de reprendre le Parti travailliste, de le sauver de la situation dans laquelle il se trouve. Pour l'heure, aucune bataille officielle pour la direction du Parti travailliste n'a été déclenchée. Si c'est le cas, Keir Starmer pourra se présenter pour conserver son poste. Le sujet ne fait pas mention de celle dont on a vu le visage à l'instant à la une du Mirror, Angela Rayner, ancienne numéro 2 de Keir Starmer. Elle avait dû démissionner il y a quelques mois pour une affaire fiscale. Officiellement, elle ne brigue rien, elle incarne plutôt l'aile gauche du Parti travailliste. Il faudra aussi compter avec elle. Ah oui, je crois que c'est une ancienne vice-première ministre quand même, qui en effet, vous l'avez dit, avait démissionné suite à une affaire fiscale, mais elle a été blanchie récemment, semble-t-il. Donc ça veut dire qu'elle rentre de nouveau dans la compétition. Donc ça fait au moins 4 candidats qui pourraient lui succéder. C'est une femme en plus. Et donc elle a beaucoup d'atouts. Elle a été une bonne vice-première ministre et je pense que c'est une personnalité qui a une certaine visibilité. Donc je crois qu'il faudra compter avec elle, indépendamment du fait qu'on ait l'aile droite ou l'aile gauche. Donc ça fait quand même un certain nombre de personnalités qui peuvent mettre en minorité Keir Starmer. Je crois qu'il faudra compter avec elle. Alors, oui, Streeting, vous l'avez dit, est de l'aile droite. André Burnham est de l'aile gauche. Mais s'agissant de M. Burnham, il faudra qu'il soit très, très combatif. Parce que Reform UK avec Nigel Farage a carrément dit qu'il mettrait l'accent sur la circonscription de Makerfield. Et s'il a une longueur d'avance, eh bien, voilà, c'est aussi une élection législative partielle risquée. Et il doit absolument rentrer à Westminster pour contester la légitimité de Keir Starmer. Et oui, pour qu'on comprenne bien, Philippe, au Royaume-Uni, pour devenir éventuellement Premier ministre, en tout cas quand on est travailliste, il faut être chef du parti. Pour pouvoir être chef du parti, il faut être député à Westminster, au Parlement, ce que n'est pas aujourd'hui Andy Burnham, qu'on appelle donc le roi du Nord. Et c'est là qu'il est quand même assez malin. Il a poussé un député à démissionner pour pouvoir éventuellement prétendre à sa place. Mais l'élection, donc dans ce comté de Manchester, n'est pas jouée d'avance. Alors, c'est ça le gros problème pour Andy Burnham, c'est tous les risques. Parce que il y a beaucoup de discussions sur l'idée que Wes Streeting a annoncé que lui, il est favorable au retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne, alors que dans le manifeste pour les élections de 2024, le Parti travailliste a fait en sorte de souligner qu'il n'y aura aucun retour dans l'Union européenne dans les années qui viennent, ni de retour dans la libre circulation, ni la libre échange de marchandises. Alors que Wes Streeting annonce cela, et c'est du grand mood pour Reform. Il va baser toute sa campagne dans Makerfield, de Nigel Farage, va baser toute sa campagne à Makerfield sur le fait
fait que si vous élisez Andy Burnham, eh ben vous allez voir Andy Burnham qui a dit qu'il est favorable à un retour dans l'Union européenne, mais pas dans les médias, mais en fait quand même, il a dit ce week-end, je suis favorable sur le long terme, mais c'est pas à l'ordre du jour tout de suite. Nigel Farage et les Réformes vont baser toute leur campagne dans Makerfield sur le fait que, voilà, vous allez voir, vous allez élire Andy Burnham qui va peut-être devenir Premier ministre un jour et va nous faire revenir dans l'Union européenne, et ça va être en défiance de tous les électeurs du Parti travailliste qui ont voté pour partir de l'Union européenne et qui ne sont pas prêts aujourd'hui à y retourner. Et ça, c'est un gros problème pour Andy Burnham. Sachant que dans ce comté, John, autour de la banlieue de Manchester, qui est traditionnellement acquise aux travaillistes, donc a priori plutôt favorable à l'élection d'Andy Burnham, eh bien, les élections locales d'il y a 10 jours ont montré, là encore, que Reform UK de Nigel Farage avait le vent en poupe. Tout à fait. Victoire écrasante des candidats de Reform UK dans chaque district donc, de cette circonscription. Donc vraiment, la bataille s'annonce très très rude pour Andy Burnham. Faut bien le dire, si on regarde les sondages au niveau national, il reste, il est le plus populaire homme politique de gauche, d'assez loin, et l'un des les hommes ou les femmes politiques le plus populaires du pays de tous les partis. Il est très très apprécié comme maire de Manchester, donc je pense qu'il compte sur son renommée, sur sa popularité personnelle, mais comme vient d'expliquer Philippe, si la bataille arrive à se concentrer vraiment sur cette question de l'Europe, qui reste une question mais fondamentale sur laquelle la population britannique est extrêmement polarisée, même disons, on s'approche du 10e anniversaire du référendum sur le Brexit. Si cette élection partielle se joue autour de la question européenne, Andy Burnham, il pourrait vraiment se trouver en difficulté. Ouais, Nicolas Sowell, c'est singulier, hein. On est presque 10 ans après la mise effective en place du Brexit et on sent que ce sujet du Brexit reste fondamental. On ne comprend pas la politique britannique si on passe à côté de ce sujet-là. Ah ben tout à fait. Hein. Donc non, ça fait pas tout à fait. Ça fait 10 ans que le référendum a eu lieu, voilà. et la mise en parce que ça a été long, au début de 2021. Donc après, les effets étaient obscurés pendant quand même pas mal de temps par le Covid. Mais il y a de plus en plus évident qu'économiquement, le Brexit a été un fiasco. Hein. On pense que ça a baissé le PIB entre 4 et 8% sur le long terme par rapport à ce que le PIB aurait été autrement. Donc ça pèse sur toute l'économie britannique et ça pèse sur les finances publiques. Et donc cette question-là, elle n'est pas partie. Alors ce que je dirais quand même, c'est que... il y a beaucoup de gens maintenant qui regrettent le Brexit. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils viennent de dire, que c'est toujours une question extrêmement clivante. Vous diriez que la majorité des Britanniques aujourd'hui regrettent le Brexit ? La majorité des Britanniques regrettent le Brexit ? Oui, peut-être une majorité courte, mais c'est très clivante et je pense que, en règle générale, les gens ne veulent pas réouvrir cette question et ils ne savent pas vraiment comment sortir non plus. Donc, le Brexit est là. Je ne pense pas que si Nigel Farage, qui était un des fers de lance du Brexit, revient pour dire que oui, on a gagné le Brexit et tout ça, je ne pense pas que ça sera très bien pour sa popularité. Juste une parenthèse. Il y a ceux dans le Parti travailliste qui disent que West Street in Cannon, c'est en bonne et due forme que lui va absolument retourner dans l'Union européenne, a dit cela justement pour mettre des bâtons dans les roues de la campagne d'Andy Burnham pour justement lui pouvoir succéder à Keir Starmer. Donc c'est dans une situation un peu machiavélique dans l'enceinte du Parti travailliste. Patrick. Oui, c'est plutôt un objectif de lutte politique interne parce qu'à la décharge de Keir Starmer, quand même, ça fait plusieurs mois qu'il a commencé un processus de rapprochement avec l'Union européenne. D'ailleurs, sa ministre des Finances aujourd'hui signe une tribune dans les Échos à l'occasion du G7 Finances en disant, voilà. en tendant la main très clairement. Et donc, voilà, je trouve que ça vient un peu à contre-temps parce que la priorité des Britanniques aujourd'hui, ce n'est plus de réintégrer purement et simplement l'Union européenne. Ça prendra des années. Il faudra un nouveau processus. Et Keir Starmer, lui, il avait compris aussi
aussi, mais il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il a commencé un processus de rapprochement avec le marché unique européen. Il y a des sommets avec l'Union européenne pour voir ce qu'on peut faire. Il a décidé de réintégrer le programme d'échange des jeunes dit Erasmus. Et enfin, il doit contribuer à un fonds de défense pour la sécurité européenne. Donc on a bien vu que Keir Starmer, et à sa décharge, il faut quand même le souligner, a entamé ce processus de rapprochement avec l'Union européenne qui est très important. Donc que Wiss Reding, qui vient de dire à son tour qu'il faut absolument intégrer l'Union européenne, c'est effectivement un instrument au sein du Parti travailliste pour le concurrencer. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que ce pays réintégrera l'Union européenne, même si en effet l'immense majorité des Britanniques regrettent le Brexit. C'est là que c'est un peu compliqué à suivre pour nous autres de l'autre côté de la Manche, John Henley, car si Nigel Farage, qui était l'homme du Brexit, celui qui l'a porté, poussé, promu, quand on sait aujourd'hui le coût, vous évoquiez tout à l'heure, Nicolas Sowell, les 8 points de PIB dans les scénarios les plus pessimistes que ça a coûté à ce pays qui connaît aujourd'hui cette grande pauvreté avec un coût de la vie très élevé, comment est-ce que ça se fait que Nigel Farage soit aujourd'hui et tant de succès? Les Britanniques n'ont pas de mémoire? C'est une très bonne question et c'est un grand mystère pour beaucoup d'entre nous, faut bien le dire. Mais non, mais je pense qu'il y a eu, beaucoup joue sur cette question de l'immigration, sur la puissance des populistes. Ça c'est absolument pas unique à la Grande-Bretagne. Hein. On voit ça un peu partout en Europe. Les populistes, la plupart d'extrême droite, qui créent, qui inventent cet ennemi, cet opposant, et qui promettent que eux, ils sont les seuls à pouvoir résoudre ce problème. Farage aussi, c'est aussi un très très fin politique, un très bon orateur, et comme il avait fait avec le Brexit, où il a œuvré pendant des années à convaincre des Britanniques que l'Union européenne n'était pas une union de 28 pays, mais une sorte de coalition de 27 contre 1, la Grande-Bretagne. Il a convaincu beaucoup de Britanniques que l'immigration, c'est le grand mal du pays et que si on peut arrêter l'immigration, on résoudra tous les problèmes. On voit ça vraiment partout en Europe. Juste pour rebondir sur ce que disait Patrick Martin-Génier aussi sur le Brexit, je pense qu'il est complètement vrai que Keir Starmer a entrepris une sorte de rapprochement avec l'Union européenne depuis son arrivée à 10 Downing Street, mais ça reste vraiment des petits pas. Et ça ne va pas changer la donne économique, la catastrophe économique qu'a été le Brexit. Et il n'y a que un retour dans le marché unique ou peut-être dans l'union douanière ou une sorte d'arrangement à la Suisse qui pourra changer la donne économique qu'a très bien décrit Nicolas Sowell. Donc voilà, et peut-être même pas un retour qui pourra prendre absolument des années, comme dit Patrick, mais il faut vraiment faire un grand pas vers l'Union européenne. Et le problème en ce moment, c'est que les lignes rouges que le Parti travailliste a posé dans son manifeste pour les élections, comme a dit Philippe tout au début de l'émission, sont donc pas de retour dans l'Union européenne, pas de retour dans l'Union douanière et pas de retour dans le marché unique. Donc il peut faire des petits pas. Starmer et le Parti travailliste, pour l'instant, peut faire des petits pas, mais rien pour l'instant qui change vraiment le paysage économique du pays. Il est sur une ligne de crête et on comprend que ce n'est pas non plus l'urgence pour la plupart des Britanniques qui ont le coût de la vie notamment en tête. Pour revenir sur Nigel Farage et pour rebondir sur ce que disait Philippe John Haley, il est passé d'une europhobie à la xénophobie parce que c'était plus dans l'air du temps, d'un sujet à l'autre, en faisant l'alpha et l'oméga de l'explication de tous les problèmes du Royaume-Uni. Je pense que c'est c'est un habile politique, hein, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est quelqu'un qui était
plutôt vu au début comme pas très sérieux quand il était au Parlement européen. On disait mais il n'a aucune chance d'emmener la Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne. Et comme lui, il a dit, après vous riez envers moi avant, maintenant vous riez plus parce que la Grande-Bretagne est bel et bien partie. Donc il a cette notion de concrétiser des promesses, de dire ce qu'il dit, d'emmener à bon port tous ceux qui le soutiennent. Et je pense que là, il est dans une position de force vis-à-vis de l'immigration. Il faut savoir que la grande promesse de Brexit, c'est de mettre fin à cette immigration illégale. Donc l'immigration qui vient de l'Union européenne a certes beaucoup baissé depuis le Brexit, parce que les gens ne peuvent plus venir en Grande-Bretagne. Mais l'immigration illégale ne connaît pas de frontières. Donc il y a Brexit ou pas Brexit, les gens qui veulent venir en Grande-Bretagne de façon illégale continuent de venir. Ça n'a Et il rien y a une changé. forte augmentation du nombre de bateaux qui ont traversé la Manche. Aux grandes dames du gouvernement, et l'un des grands slogans, c'est arrêtez les bateaux, on en a partout. Et bien les bateaux n'ont pas été arrêtés. Beaucoup de critiques de la France en disant la France n'a rien fait pour arrêter les bateaux, c'est les Français qui sont les coupables. Donc ça a joué dans la défaveur du Parti travailliste. Évidemment, c'est du grain moudre pour Nigel Farage et Reform qui dit, ben voilà, si moi je suis élu, je mets fin à l'immigration illégale. Sachez que cette immigration illégale est en train de baisser en ce moment. Il y a quand même eu des mesures qui ont été prises, et du côté français et du côté britannique, mais c'est devenu le sujet, vraiment le sujet des élections en Grande-Bretagne pour le moment, avec l'économie et le fait que beaucoup de gens ont du mal à joindre les deux bouts. Et pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts? Eh bien, c'est à cause des immigrés qui viennent voler le travail des Britanniques. Qui est totalement faux. Est-ce que Farage, Nicolas Sowell, se joue aussi sur un discours qu'on entend chez tous les populistes, et pas qu'en Europe d'ailleurs, d'alimenter ce ressenti de la déconnexion que certains Britanniques peuvent ressentir vis-à-vis de se présenter comme des élites? Est-ce que c'était aussi une partie de son discours? Oui, c'est sûrement partie de son discours, mais il est aussi anti-élitiste que Boris Johnson ou Donald Trump. Hein. Nigel Farage, qui est son modèle, Trump? C'est son genre de modèle, hein, Nigel Farage? Ouais, peut-être un petit peu. En tout cas, à un moment donné, il s'est vanté de son amitié avec Donald Trump. Il était souvent aussi dans les réunions de Trumpistes ou de la droite américaine ces dernières années. Mais Nigel Farage lui-même, il était dans une école privée, il travaille dans les finances, donc il n'est absolument pas du tout anti-establishment. Hein, mais c'est vrai qu'il joue là-dessus. Je dois quand même dire une question, c'est que, revenez un petit peu sur la question de l'immigration. Effectivement, la question de l'immigration illégale, elle est très visible. Mais ce qu'il faut dire aussi que, paradoxalement, depuis le Brexit et la réduction de l'immigration européenne, il y a eu d'autres flux d'immigration extrêmement importants en Angleterre, surtout au début des années 2020. Il y a eu beaucoup d'immigrés de Hong Kong à un moment donné parce qu'il y avait des problèmes sur le mouvement démocratique à Hong Kong. Après, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de l'Ukraine. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui sont venus pour accompagner des étudiants et des choses comme ça. Donc, il y avait une immigration légale très importante jusqu'à récemment. Hein. Donc, c'est vrai qu'actuellement, le gouvernement essaie de le freiner, mais là, je parle de des centaines de milliers de personnes. Alors que je pense que l'immigration clandestine, the boats, hein, les gens qui viennent en bateau, ça tourne autour des 50 000, je pense. Hein. Peut-être je me trompe dans les chiffres. Donc, la question est importante, d'autant plus que, je ne sais pas, moi, je pense un des grands problèmes du Royaume-Uni, et ailleurs, on voit ça aussi, c'est l'immobilier ne suit pas. La construction immobilière, depuis les années Thatcher, a été assez faible au Royaume-Uni. Et les travaillistes, ils essayent maintenant de construire plus de maisons, mais la question c'est est-ce qu'ils vont vraiment arriver? Donc il y a des vrais problèmes qui existent, hein. Il y a des vrais problèmes de pauvreté, il y a des vrais problèmes de manque de logement, de manque de moyens, qui sont d'une certaine manière aggravés par l'immigration, même si normalement, l'immigration, ça apporte toujours à la croissance. Hein. Les pays qui ont historiquement des taux d'immigration ont des taux de croissance plus élevés. Faut-il le rappeler? Se loger devient effectivement extrêmement compliqué, et pas qu'à Londres. Est-ce que le succès de Nigel Farage, et on l'a vu avec ses percées impressionnantes au Pays de Galles et en Écosse aussi lors des élections locales, est-ce que ça fait de lui un prétendant sérieux pour le 10 Downing Street? Alors, je ne sais pas si c'est un prétendant sérieux. En tout cas, on a peur Il faudrait qu'il y ait des élections anticipées. On a peur de lui. Il a aujourd'hui 5 sièges à la Chambre des communes, sauf erreur de ma part. Donc, évidemment... Ce qui est rien.
Ce qui n'est rien, mais dès demain, si jamais il devait obtenir, compte tenu du mode scrutin que vous avez décrit, ne serait-ce que 25 ou 30% des suffrages dans une circonscription, il serait en situation d'obtenir des sièges en nombre très important, voire une majorité, et c'est ce qui le fait peur. Bon, ceci dit, il faut nommer les choses. Le parti de Nigel Farage, Reform UK, est un parti non pas populiste, nationaliste, c'est un parti d'extrême droite, xénophobe et raciste. Et d'ailleurs, il a encouru des accusations de racisme qui remonte à ses années de collège, lorsqu'il a été accusé d'avoir eu des slogans racistes. Par ailleurs, il pourrait avoir quand même quelques petits problèmes, parce que paradoxalement, il aurait reçu, je parle au conditionnel, des millions de livres sterling pour avoir encouragé le Brexit, et récemment, il a dû justifier d'avoir acheté en liquide un bien immobilier de 5 millions de livres sterling en pleine crise du logement. Donc là aussi, on voit bien que ce sont des gens qui profitent, et donc oui, il fait peur et naturellement, il a eu des gains. Il a eu des gains partout, en Angleterre, en Écosse et également au Pays de Galles. Mais effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont des gouvernements pro-gallois, pro-écossais et pro-Irlande du Nord, des nationalistes qui dirigent désormais ces gouvernements locaux. Donc même, effectivement, il fait peur. C'est la grande difficulté aujourd'hui. Mais le thème migratoire, vous voyez, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, les conservateurs pendant 14 ans l'ont fait. Stop the boat, arrêtez les bateaux. Take back control, c'était Boris Johnson, on va reprendre le contrôle. Mais qu'est-ce qu'a fait Keir Starmer, le Premier ministre travailliste? Il leur a emboîté le pas. Et aujourd'hui, il y a quelques semaines, sa ministre de l'Intérieur, Madame Mahmoud Shabana, je crois, a dit qu'il fallait les enlever des hôtels où ils étaient effectivement hébergés pour les mettre dans des casernements insalubres de l'armée britannique. Donc, on voit bien aujourd'hui que le thème migratoire est le principal thème de cette campagne qui va s'ouvrir. Et donc, on est dans une situation absolument dramatique où, effectivement, on parle de l'immigration uniquement en termes négatifs, alors que dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les restaurants à Londres, où je suis allé il n'y a pas longtemps, on manque de main-d'œuvre immigrée. Au Royaume-Uni comme en France. Un mot, Oui, Philippe. je voulais juste rebondir sur l'argent de Nigel Farage, parce qu'il a reçu un don de 5 millions de livres personnel d'un crypto-milliardaire qui est basé en Thaïlande, qui s'appelle Christopher Harbord. Et ce même Christopher Harbord a donné à Reform la totalité de 12 millions de livres pour l'année 2025, ce qui est le plus gros don pour une partie politique dans l'histoire de la politique britannique. Et donc, il y a une enquête parlementaire... Ça peut lui coûter cher ? Voilà, je ne sais pas. Il y a une enquête parlementaire qui a été lancée pour les 5 millions de dons personnels à Nigel Farage avec qui il a acheté cette maison. Mais c'est vrai que ça peut ternir l'image de quelqu'un qui dit toujours « j'ai les mains propres, etc. » et vous n'avez rien à voir chez moi, tout est bien expliqué. C'est peut-être pas le cas. Et juste une autre chose, c'est que Nigel Farage a prôné une politique de dire tous ceux qui votent pour Reform, bon, on va faire en sorte que c'est propre chez eux, il n'y aura pas de migrants. Tous ceux qui ne votent pas pour Reform, on va remettre les migrants chez eux. Ce qui n'est pas du tout dans l'esprit britannique d'ouverture vis-à-vis des gens. Et c'est beaucoup plus dans le domaine de Donald Trump, en disant votez pour moi, pour les républicains, vous allez voir la belle vie. Si vous votez pour les démocrates, vous ne le voyez pas. Donc Farage est en train de suivre un petit peu le chemin de Donald Trump qui est très peu populaire en Grande-Bretagne actuellement, comme en France, et ça peut éventuellement lui porter préjudice. Et on voit depuis un certain temps qu'il a un peu changé de registre vis-à-vis de son soutien et son amitié avec Donald Trump. Je voudrais qu'on dise un mot, John, des images que l'on voit à l'antenne aujourd'hui, qui sont les images du week-end de Londres, ce que l'extrême droite, en tout cas une extrême droite britannique, voulait présenter comme une démonstration de force. 60 000 personnes qui ont défilé à l'appel de Tommy Robinson, que j'ai rebaptisé Thompson tout à l'heure, sur la bannière Unite the Kingdom. Tommy Robinson, c'est un ancien hooligan, islamophobe assumé, activiste anti-immigration, ce n'est pas un élu. Quels sont ses liens aujourd'hui avec Nigel Farage? Assez flou. Farage, dans le passé, a bien pris ses distances avec Tommy Robinson, qui vient, lui, du milieu des hooligans du football des années 80 et comme vous le dites, un long record criminel sur son dos. Faut, je pense, bien dire aussi que
même s'il y a eu énormément d'attention médiatique sur cette manifestation à Londres, c'était bien moins important en termes de nombre que le dernier. Mais oui, évidemment, c'est inquiétant. Et quand on voit des slogans comme ça, quand on voit que quelqu'un comme Tommy Robinson est capable de mobiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le cœur de Londres pour manifester pour un tel but, évidemment, c'est inquiétant. Et c'est en partie, je pense, encore une fois, même si beaucoup des participants peut-être ne le diraient pas comme ça, mais ça reflète aussi cette décision, à mon avis, désastreuse du Parti travailliste et de Keir Starmer de légitimer cet argument sur l'immigration. En cherchant de durcir radicalement la politique de l'immigration, si vous voulez, prenons une feuille du livre, comme on dit en anglais, des partis de l'extrême droite, les travaillistes ont tout simplement légitimé cette thématique comme quelque chose d'important dont on a le droit de parler, dont on a le droit de manifester. Et in fine, Nicolas Sauvel, les Britanniques comme les autres préféreront l'original à la copie? Bon, ça, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'in fine, le problème, c'est que le Royaume-Uni, comme les pays en Europe, toutes les démocraties, sont face à des problèmes qui sont extrêmement difficiles à résoudre, si toutefois il y a résolution possible. Pour revenir un petit peu à ce qu'on avait dit sur Nigel Farage, je pense qu'il fait plutôt peur, mais je pense que c'est absolument pas quelqu'un de sérieux. Si jamais il devient Premier ministre, si cette hypothèse se réalise, je pense que sa politique, ça ne peut qu'être désastreux. Il y avait un très long article, très intéressant par un politologue extrêmement renommé en Angleterre qui s'appelle Anthony Sheldon ce week-end dans le Financial Times, qui explique en fait les qualités qu'il faut pour être Premier ministre. Il faut surtout avoir beaucoup d'expérience dans la politique, dans la gestion des ministères. Il faut être extrêmement travailleur. Et parfois, il faut prendre des décisions extrêmement sombres, tout en gardant le sourire pour maintenir un cap, une approche sur ce qu'on veut faire dans la politique. Donc je pense que ce sont des qualificatifs qui ne correspondent absolument pas du tout à Nigel Farage. Des premiers ministres britanniques qui n'étaient pas forcément, je pense à un Boris Johnson. Ah oui, non mais Boris Johnson, ce serait pire. Ce serait Boris Johnson en pire. Voilà. Cette poussée d'un discours xénophobe assumé et qui se montre dans la rue, même si effectivement les chiffres étaient moindres ce week-end à Londres que lors des précédentes manifestations, montre que le Royaume-Uni n'est pas une exception en Europe. Autre illustration de ce que le Royaume-Uni vit la même chose que ses pays, que ses alliés européens, c'est que le bipartisme est mort et enterré. Ça, c'est ce qu'a dit le chef de file de Les Verts, on l'évoquait tout à l'heure, Zach Polanski, ce parti dont on dit qu'il est éco-populiste. On pourra peut-être faire une autre émission pour savoir ce que veut dire l'éco-populisme, mais bref, qui a confirmé aussi sa percée à Londres. Pendant des années, au Royaume-Uni, le Parti travailliste et les conservateurs dominaient la vie politique. C'est fini. Écoutez, on verra si c'est fini, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne d'autre n'est arrivé au pouvoir jusqu'à présent. C'est vrai que les écologistes, bon, ils ont des sièges, ils font une percée, mais pas au point de pouvoir remporter une majorité au Parlement, à la Chambre des communes. Nigel Farage, on verra bien, il n'a que 5 députés. Alors, on n'a pas parlé de Kemi Badenoch, qui est la leader des conservateurs, qui est une femme à poigne, qui a du charisme. Elle a fait cette semaine un discours très important à la Chambre des communes à la suite du discours du trône. C'est elle à l'antenne. Voilà. Et donc, elle a effectivement fait beaucoup impression. Et c'est quelqu'un qui a perdu aussi. Le Parti conservateur a perdu beaucoup de sièges également. Donc, on verra ce qu'il en est. C'est véritablement les prochaines élections législatives qui devraient intervenir, qui départagera et qui confirmera ou non si, effectivement, c'est la fin du bipartisme. Voilà. Est-ce que Keir Starmer connaîtra une fin de mandat délétère comme ont pu l'être celle de Theresa May, de Boris Johnson ou de la très éphémère Liz Truss? On verra ça. En attendant, il y a une certitude, celui qui résistera
sera, messieurs, c'est sûr, c'est Larry, le chat du 10 Downing Street, installé depuis 2011, qui a déjà vu passer 5 premiers ministres britanniques. Merci. Peut-être. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. Merci Philippe, vous étiez ici chez vous. Patrick Martin-Genier, l'Europe a-t-elle un avenir chez Studirama? Nicolas Sowells, merci beaucoup. Merci. Et John Haley, merci encore John d'avoir participé à ce débat. On vous lit bien sûr dans Le Guardian, une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.